monde, ça va bien? Vous avez l'air chaud ce soir. Bon alors, pour être tout à fait honnête, je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc si ça vous tente, on peut partir sur un petit topo de la chaîne, sur si vous avez des questions, des choses comme ça. Je vais vous présenter un petit peu les projets que j'ai en cours. J'ai des gros projets en cours, plein de vidéos qui vont arriver. Et ça peut être intéressant de détailler tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez des questions déjà ou pas? Parce qu'il y en a qui connaissent pas la chaîne. Bouh. Ok, donc moi c'est Nota Bene, donc j'ai une chaîne d'histoire, voilà, c'est vachement bien, abonne-toi, et tu verras, il y a plein de vidéos, super cool. Donc il y avait une question là-bas. Donc ça? Oh, joli kilt. Ouais, déjà t'en as pas. Non, je l'avais l'année dernière, mais... L'année dernière tu l'avais. J'ai pris quelques kilos, j'arrive plus à rentrer dedans. C'est ajustable normalement. Ouais, mais là, c'est peine perdue. Du coup, déjà, merci pour ce que tu fais, c'est génial. Je m'en sers pour mes cours, moi, je suis formateur, du coup, je m'en sers un peu. Comment tu poses ta voix, etc. Donc je m'en sers un peu, donc merci. Autre chose, est-ce que tu vas faire un épisode, une vidéo sur la Old Alliance? La Old Alliance? Ouais. Il me semble que j'en avais déjà un petit peu parlé, ouais, rapidement dans un des... je crois que c'était le premier épisode de Questions Histoire adulte. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Mais c'était très succinct. C'était très succinct. Mais potentiellement, la Old Alliance, hein, c'est une vieille alliance entre la France et du coup l'Écosse. Donc potentiellement, peut-être que je reviendrai dessus un de ces quatre. Écoute, filme-toi, tu m'envoies la question et peut-être que je répondrai. Voilà. Pas de problème. Ok. N'hésitez pas si vous avez des questions là-bas, une question casquette rouge. Bonjour. Salut. Déjà merci pour ce que tu fais. Et par rapport à... Dernièrement, il y a eu des sujets d'histoire qui sont apparus dans l'actualité, déformés assez malhonnêtement. Et j'ai trouvé ton format assez court sur le fait de refaire un point sur ce qui avait été dit. Très intéressant et je voulais savoir si ce format allait se poursuivre à l'avenir en fait. Un peu comme les nazis tous pourris, j'avais beaucoup aimé celle-là. Oui, j'ai eu une période avec des jolis titres, les nazis tous pourris, le temps béni des colonies, les juifs c'est pas nous, voilà. Je me suis bien amusé, c'était vraiment sympa. Alors ce format-là, il a été assez intéressant hein, finalement, puisque ça a commencé avec nos ancêtres les Gaulois. Ma femme Kali, qui est juste à côté là, m'avait dit tiens t'as vu ce que Sarko, elle est juste là, vous pouvez lui faire un coucou. M'avait dit oh, t'as vu ce qu'a dit Sarko? Je fais voilà, quel con encore à réutiliser l'histoire de cette manière, c'est la millième fois qu'on ressort cette vieille histoire de nos ancêtres les Gaulois, ça me gonflait un petit peu et donc je me suis dit bon, on va sortir un épisode qui a été écrit en 2 heures. En fait du moment où je me suis dit on va le faire, il était je sais pas 18h30, 19h. À 23h, le film sortait de mon banc de montage et j'avais plus qu'à le diffuser. Hein. C'était hyper rapide parce que je trouvais intéressant de rebondir sur cette utilisation politique de l'histoire pour servir sa propre idéologie. Et là, c'est vrai qu'on a été hyper servi hein, pendant cette campagne présidentielle. Honnêtement, si j'avais dû relever toutes les conneries qui avaient été dites, je faisais une vidéo tous les 2 jours, je faisais plus que ça. Mais c'était à la fois intéressant, à la fois usant aussi, hein, parce que là, pendant les 4 mois, 5 mois où j'ai développé ce format, il y avait à peu près une vidéo par mois. C'est vrai que j'en ai pris pas mal dans la tronche, parce que forcément, quand il y a des gens qui sont dans une idéologie, qui sont convaincus, qui ne cherchent pas le dialogue, on va vite sur du clash, sur du shitstorm, c'est très compliqué. En tout cas, ce format pour moi a une vertu, c'est qu'il a quand même provoqué des débats, des réactions, et c'est ce que je voulais faire. Donc même si je me suis pris énormément de messages de haine ou de menaces de mort sur mes réseaux, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir revenir là-dessus, pour les nazis tous pourris, de montrer que on ne doit pas avoir une vision manichéenne de l'histoire, parce que c'est stupide, que l'histoire c'est pas blanc ou noir. Et je pense que c'est un format que je continuerai, là je vais faire une petite pause peut-être pendant l'été là-dessus, mais c'est un format qui je pense est amené à se répéter sur la chaîne, parce que notamment j'ai eu des bons retours aussi de profs d'histoire ou d'historiens, et on se rend compte que quand les politiques utilisent l'histoire de cette façon,
ils piétinent tout simplement le travail de l'historien. Et bon, ils trouveront toujours des historiens qui vont valider leur discours parce que les historiens sont, même s'ils tendent vers l'objectivité, en réalité ils ne sont pas neutres. Et il y a beaucoup d'historiens qui vont se rapprocher de mouvements de droite ou de gauche et qui, dans le traitement même de l'histoire qu'ils vont faire dans leurs livres, dans leurs publications, vont orienter un discours et vont faire passer une idéologie de façon plus ou moins diffuse. Donc c'est important de revenir là-dessus et de pouvoir, même si moi aussi j'ai mes idées, que j'exprime aussi à travers ces vidéos, hein, parce que le temps béni des colonies, quand je dis qu'il faut aller s'excuser en Algérie, bon, c'est un engagement politique, et je conçois tout à fait qu'on ne soit pas d'accord avec moi, mais l'important c'est de susciter quand même ce débat et de ne pas fermer la communication en posant pas ça de manière brute et définitive. Donc je dis, ça serait bien de s'excuser auprès d'Algérie, je dis pas, il faut qu'on le fasse et que tout le monde doit être convaincu de ça, et voilà, il n'y a pas de débat possible. C'est ça qui est très important pour moi, c'est de susciter le débat autour de ce format-là. Autre question. Soyez pas timide. Juste là. Mais donc du coup, oui c'est bon. On ne peut pas réellement traiter l'histoire de manière neutre. Il y aura tout le temps quelqu'un qui aura un avis ou un autre. Et du coup, ou alors si on lit tous les livres d'histoire de toutes les personnes, on peut peut-être avoir un avis neutre sur la question. L'histoire neutre, ça n'existe pas. C'est une légende. C'est un truc vers lequel on aimerait tous tendre, mais qui n'existe pas. Tout simplement parce que déjà les sources sur lesquelles tu vas bosser sont écrites par des personnes. Ces personnes-là sont orientées. Quand j'ai écrit mon bouquin Les pires batailles de l'histoire à seulement 19,50 € que vous pouvez vous procurer sur Amazon ou à la FNAC, que je vous invite à lire, bon, j'ai traité du voyage de Cortés en Amérique du Sud. Je me suis heurté à deux types de sources. Tu avais les sources mexicaines, où ils disaient non mais Cortés, c'est un enfoiré, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il a fait. Et puis j'ai eu les sources espagnoles. Ils disaient non mais Cortés, c'était le plus fort, voilà, il a apporté un peu la civilisation, faut pas déconner. Et même dans les sources primaires, du coup, tu vas déjà avoir une orientation. Il faut aussi penser qu'à l'époque, les gens ne pensaient pas spécialement comme nous. Donc il y a aussi toute une interprétation que l'on fait à travers notre propre regard contemporain de ce que eux pouvaient vivre. Et ça, il y a certains historiens qui ont tapé dessus. Dernièrement, je ne sais plus avec qui je discutais, mais c'était William Blanc, il me semble, historien qui a pas mal bossé sur la présentation du roi Arthur et qui est médiéviste. Et comme il me disait, mais finalement, un type au Moyen-Âge, quand il voyait je sais pas moi, un lapin passer, dans son esprit, il ne fait pas spécialement la distinction entre lui et l'animal, c'est-à-dire que séparer l'homme et l'animal, c'était un truc assez flou, si tu veux, au Moyen-Âge, on n'avait pas les mêmes conceptions des choses. Donc le simple fait de réinterpréter ça avec notre regard implique une subjectivité qui fait que tu ne peux pas tendre vers la neutralité, parce que déjà tu n'es pas dans l'esprit de l'époque. Après, dans l'histoire, il y a plein de sources manquantes, et on essaye d'assembler les pièces du puzzle et d'essayer de reconstituer après des courants de pensée, où voilà, on reconstitue un puzzle, des fois on le bouche avec des trous, et il y a plein de trous en histoire qu'on va essayer de voir combler, interpréter. On a des fois un gros trou au milieu et puis plein de pistes autour qui nous disent bon bah il s'est passé ça, mais bon on n'a pas de preuves directes du truc. Donc tout est sujet à interprétation, tout est sujet à la subjectivité de l'auteur, et même si on veut tendre vers une neutralité, comme j'ai pu le faire à un moment donné sur Nota Bene, où je m'efforçais de le faire, à travers ta ligne éditoriale et les choix de sujets que tu traites, forcément tu induis quelque part une subjectivité qui va détruire toute idée de neutralité. Parce que voilà, moi je sais que j'aime bien traiter aussi des fois de l'histoire des prolos. Le simple fait que je traite de l'histoire des prolos, ça axe déjà de façon éditoriale l'émission. Question. Là vous êtes timide hein, aujourd'hui. Autre question? Allez-y, je suis dans le coin. Il y a un monsieur qui lève une épée là-bas, à ta gauche. Il lève une épée, voilà, il lève le bras maintenant. Bien, alors, question... Archer anglais ou archer mongol? Oh là là, on sort des trucs techniques, j'en sais rien moi. J'en sais rien, mais tiens, les archers c'est rigolo. On va parler dans les visions un peu biaisées, potentiellement qu'on peut avoir de l'histoire.
il y a pas mal de, on va pas dire d'archéologie expérimentale, mais dernièrement il y avait un type, un archer là, qui avait fait des millions de vues sur YouTube et ailleurs, et qui essayait de réinterpréter l'iconographie qu'on avait des archers pour voir finalement comment les archers à l'époque pouvaient se battre, notamment dans les bois, dans des situations de guerre. Et ce qui était rigolo, c'est que lui, dans sa pratique, tranchait totalement avec l'idée qu'on avait des archers qui étaient vraiment plan-plan, posés à attendre, avec leurs flèches qui étaient par terre ou plantées devant eux. Voilà, c'était le mec était très vivace, il avait toujours 2-3 flèches à la main. Il te montrait qu'il était possible techniquement, quand elle est à la chasse ou au combat, de balancer 3 flèches en un saut de cabri, tu vois. Donc il y a des choses hyper intéressantes sur la représentation qu'on a de l'archer. Et voilà, après archer mongol ou archer anglais, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que les archers anglais ont fait beaucoup de mal aux Français, avec notamment leur longbow, hein, des arcs extrêmement puissants. Et qui ont été redoutables face aux Français. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste de l'archerie, même si j'en ai fait 5 ans étant adolescent. Voilà. Une autre question peut-être? Une autre question par rapport à ta pratique sur l'archerie. Enfin, on t'a vu faire pas mal de documentaires et de vidéos sur le BO. Est-ce que tu pratiques ou t'es juste intéressé par curiosité du sport? Je suis intéressé, mais je suis un peu une chochotte. Je vais répondre moi. Oh oui. Salut. Réponds. En fait, c'est qu'on a juste envie d'avoir une vraie vie et où il n'a pas de jambes cassées, de bras cassés. Donc voilà. Et je veux pas qu'il en fasse. Voilà. Je me fais un peu tenir, et pour moi le sport de combat ça reste For Honor sur PC, voilà. Non mais après c'est des trucs qui sont hyper intéressants, ça peut m'intéresser de pouvoir tester. Bon après voilà, j'ai jamais été un très grand sportif dans l'âme, ça m'éclate de voir les types se mettre des mandales. Le faire moi-même, je sais pas si je le ferai. En tout cas, j'ai déjà fait donc, un reportage sur les arts martiaux historiques européens, sur le Béour. Faire un reportage, pourquoi pas, sur les archers par exemple, ça pourrait être quelque chose de super intéressant. Et globalement, j'avais une idée à un moment donné sur la chaîne qui était de développer un format sur les armes ou les armures pour pouvoir les tester en situation réelle et voir ce que ça donne un peu comme des crash tests, quoi. Ça aurait été rigolo, mais je me heurte au problème de me procurer forcément les armes ou les armures et surtout de les tester dans de bonnes conditions de sécurité, etc. Donc c'est compliqué, mais par exemple dernièrement j'ai eu un rendez-vous, j'étais contacté par l'armée de terre. Et donc moi j'ai été les voir en leur disant écoutez, moi l'armée de terre c'est cool, mais je refuse dans tous les cas de faire un truc de propagande, genre enrôlez-vous dans l'armée, tout ça, mais j'aurais dit potentiellement vous avez peut-être du matos qui peut m'intéresser pour réaliser mes vidéos. Alors ils m'ont dit t'as besoin de quoi? Je leur ai dit bah je sais pas, genre un tank déjà, ils m'ont dit ok. Donc potentiellement je leur ai dit que voilà, j'étais chaud pour faire un truc sur l'histoire des tanks à condition que j'ai un tank et que je puisse rouler avec. Mais typiquement, des trucs genre l'évolution de l'équipement des fantassins, ça ils ont plein de trucs à faire. Il y a déjà des types qui sur internet ont fait des crowdfunding pour monter des projets, pour voir, faire des espèces de versus entre type du 15e en armure et soldat d'aujourd'hui avec son pactage. Et on a des résultats qui sont assez drôles finalement, où on voit les types en armure du 15e qui sont tout à fait capables de courir, de monter une échelle, de sauter. Et encore dernièrement, à Montbazon, où je fais le festival des historiques cet été, il y a plein de types qui sont en armure. Il y a 2 semaines, je voyais un copain qui était en armure et qui arrivait à sauter un muret de 1 mètre de haut sans aucun problème, quoi. Donc c'est intéressant de pouvoir déconstruire un peu ces idées-là, voir comment les armures s'articulent, comment les armes fonctionnent. Donc peut-être potentiellement qu'à un moment donné il y aura ça sur la chaîne, je ne sais pas. C'est en tout cas un des formats que j'aimerais bien développer, parce que ça m'éclate très bien. Ça serait pas mal. Une question? Moi j'avais 2 questions, il y en a une qui est venue après. Lève le bras, je te vois pas. Merci. Alors, la première question, donc c'est déjà une période préférée dans l'histoire.
J'ai l'impression que c'est un peu tout ce qui est Moyen-Âge, etc., parce que c'est assez riche. Mais est-ce que dans la période moderne, l'Antiquité, qu'est-ce que tu préfères du coup? Je suis curieux de tout, donc j'ai pas forcément de période préférée, mais tout ça dépend aussi de ce que je vais lire, de ce qu'on me présente, des opportunités que j'ai, etc. Donc c'est vrai qu'au début de la chaîne, et jusqu'à encore un an et demi, j'étais très focus sur la période médiévale, parce que c'est une période, bon, c'est du pain béni pour te défoncer du cliché, c'est très intéressant, c'est une période qui dure 1000 ans, donc il y a vraiment de quoi faire. Maintenant, force est de constater que ça fait un an que je suis par exemple beaucoup sur 14-18, parce que j'ai été contacté par plein d'institutions vis-à-vis des commémorations, etc., que j'ai commencé à me renseigner dessus, que j'ai commencé à faire un partenariat avec le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, pour mettre en valeur des archives, et tout ça fait que je m'intéresse pas mal à 14-18. Et d'ailleurs, là, il va y avoir une vidéo diffusée dans 3 jours, mercredi, et jusqu'au 5 juillet, je vais avoir 5 vidéos, donc 4 sur la Première Guerre mondiale. Et bon, à un moment donné, il va falloir que je change un petit peu. Hein. Ma femme, à côté, me disait à un moment donné, ce sera bien que tu fasses autre chose que 14-18, parce que c'est pas que c'est une période qui est pas très rigolote, mais quand même. Donc je le ferai. Mais 14-18 notamment, voilà, il va y avoir la fin de ce partenariat CNC avec la bataille de Verdun qui sera diffusée le 14 juin. Et si tout se passe bien dans le respect des plannings, j'ai un partenariat avec le département de l'Aisne qui m'a invité à venir faire des films chez eux. Il va y avoir 3 films à 14-18 diffusés le 21, 27 juin et le 5 juillet. Un sur l'occupation durant la Première Guerre mondiale dans le nord-est de la France, un sur la bataille de Chemin des Dames en 1917 et un sur l'arrivée des Américains, notamment la libération de Château-Thierry et la présence des Noirs américains durant 14-18. Donc ça c'est vraiment une période qui m'intéresse, qui est hyper riche, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas. Je pense que c'est intéressant d'axer les trucs là-dessus. Je sais que j'ai commencé à travailler aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Je me prépare un petit peu pour la sortie de Dunkerque de Christopher Nolan, parce que la bande-annonce m'a un petit peu interloqué et j'aimerais bien savoir si les Français et les Belges vont avoir un bon rôle dans le film, alors qu'on ne les voit pas dans la bande-annonce. Donc Seconde Guerre mondiale, ça peut être intéressant. Il y a plein de clichés à dégommer aussi, hein. C'est-à-dire que il y avait des soldats noirs dans la Wehrmacht, il y avait des troupes SS indiennes, Omaha Beach, quand les Alliés sont arrivés, ils ne sont pas forcément passés en force, on les a laissés passer parce que les Allemands avaient plus de munitions pour leur tirer dessus, hein, sur certains passages. Donc il y a plein de trucs, plein de clichés à dégommer, c'est toujours ce qui m'intéresse. Donc voilà, ça sera au gré de mes lectures, de mes rencontres. Ça fait 1 an et demi que je taffe avec Arte Créative pour sortir une série sur l'utilisation de l'histoire dans les jeux vidéo. Là, les tournages sont quasiment finis. J'ai été le mois dernier filmé en République tchèque dans les studios de Kingdom Come qui m'ont filé plein de stuff que je me suis équipé parce qu'ils sont vraiment super cool. Et puis je vais aller tourner à Montréal d'ici un mois dans les studios d'Ubisoft pour le prochain Assassin's Creed. Et tout ça devrait être diffusé a priori début novembre. Dans un gros globi-boulga où on reviendra sur l'utilisation vraiment dans la pop culture, d'où viennent les clichés historiques, quelle est la place de la religion dans les jeux vidéo, de la propagande, de l'Uchronie, des traumatismes collectifs comme Tchernobyl, comme Hiroshima ou Nagasaki. Voilà, ça va être des choses intéressantes. Et ma deuxième question, du coup, elle est venue avec For Honor. Le rapport historique avec For Honor, parce qu'il est assez partagé entre l'équipement, etc., qui est très cliché en essayant quand même d'esprit historique. Voilà. Et du coup, ton avis là-dessus, toi qui y joues, si j'ai bien compris? Ouais, j'ai joué 2-3 fois vite fait. For Honor, ça a été développé par un type à la base qui est absolument fanat des arts martiaux historiques européens. Donc il y avait une vraie volonté au début de faire un jeu axé là-dessus. Et d'ailleurs, le début de la communication sur For Honor, c'était vraiment ouais, on va se battre comme à l'époque, quoi. Et puis au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'ils allaient vers un truc un petit peu melting pot improbable, pas forcément sérieux, et ils ont pu communiquer de façon historique vraiment sur le jeu, quoi. C'était vraiment un jeu de combat avec samouraï, chevalier, voilà. Mais bon, pour moi, c'est pas un jeu réaliste, quoi. Comme les casques à cornes, par exemple. C'est sympatoche, c'est un jeu arcade, qui est un peu plus dur que la moyenne, mais bon. Comme les casques à cornes, par exemple. Oui, mais comme les casques à cornes. Après, est-ce que c'est un mal ou pas, justement, là, sur ce webdoc, je réfléchis beaucoup à ces questions-là, de la représentation de l'histoire dans les jeux vidéo. Est-ce que c'est grave de ne pas représenter fidèlement un truc? Pas sûr.
à partir du moment où ça donne envie déjà de s'intéresser à une période. On peut parler d'Assassin's Creed Unity, hein, c'est le pari de la révolution qui nous est présenté, etc. Bon, dans les faits, ce pari de la révolution, il ressemble plus à un pari du début 18e, donc 50-60 ans avant, et pourtant on retrouve aussi des icônes comme le drapeau tricolore ou comme la Marseillaise, qui n'existent pas encore à cette époque-là. Mais on est obligé de les utiliser dans le jeu vidéo pour faire référence au bagage culturel du joueur, qui lui connaît ces références, qui les associe de par le roman national développé au 19e siècle à la Révolution française. Et si on ne le met pas dans le jeu, le Pékin lambda comme moi qui va jouer à Assassin's Creed va se dire ah, c'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas la Marseillaise ou le drapeau français. Alors que bon, effectivement c'était pas le cas, mais c'est intéressant de réfléchir à ces usages-là. Et pour moi, c'est pas très grave s'il y a de l'approximation historique comme ça dans les jeux, du moment que ça permet de nous intéresser au truc. Dernièrement, je discutais avec Usul, qui me disait, bah voilà, moi Crusader Kings ou Europa Universalis, quand je me suis fait fumer par ces connards de Hittites, je me suis demandé c'était qui ces Hittites, et donc je suis allé chercher les Hittites plus loin, et j'ai découvert des trucs, et c'est Crusader Kings qui m'a donné envie d'aller me taper des séries de documentaires sur les rois francs et tout. Donc voilà, ça peut servir de... C'est une amorce finalement, ce qui est fait dans ces jeux-là, c'est ce que je fais moi aussi. C'est-à-dire que moi je prétends pas être prof d'histoire, je suis pas historien d'ailleurs à la base. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est de faire une émission un peu divertissante autour de l'histoire, qui intéresse les gens, qui les chope, et qui leur donne, qui leur transmettent cette passion de l'histoire, et que eux ensuite peuvent faire leurs recherches beaucoup plus poussées et apprendre beaucoup de trucs, parce que dans des vidéos de 10 minutes, c'est pas avec mes vidéos de 10 minutes qu'on va remplacer des cours en amphi de 4 heures. Ça c'est clair. Pour moi, à une autre échelle, c'est ça aussi le jeu vidéo, quoi. Ça permet, via ces approximations historiques, de susciter une curiosité pour permettre d'aller plus loin. Merci. Bonjour. Question. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, bien toi. Non, très bien. Est-ce que tu vas refaire des recettes de cuisine? Parce que la côté, la porrée, c'est trop bon. La porrée blanche. La porrée blanche. Ouais, alors recette de cuisine, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu peut-être sur les réseaux, je l'avais surtout partagé sur Facebook. J'avais bossé avec la Cité Royale de Loches pour une OPCOM sur Noël. Et en gros le but c'était de faire 2-3 recettes médiévales. Alors on va pas se le cacher, des recettes médiévales plutôt de bourgeois, c'était pas de la cuisine trop de prolo, faut bien le dire, mais c'était vachement bon. Et pour rien de cacher, il y a un projet qui est en cours de développement, mais qui est un peu compliqué, justement avec le cuisinier qui m'avait aidé, Fabien Muller, qui est une des références de la cuisine historique en France. On a très envie tous les deux de monter une chaîne spéciale de cuisine histo, pas forcément que du Moyen-Âge, parce que tous les deux on est passionnés d'histoire, parce que tous les deux on aime la bouffe, et je pense que c'est vachement intéressant. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver le modèle économique aussi pour produire cette série, parce que moi déjà je suis hyper débordé sur mes plannings. Je suis bouclé jusqu'à minimum octobre-novembre, et j'ai déjà des propositions pour 2018. Donc il faut qu'on arrive à trouver une manière rationnelle de pouvoir se rassembler tous les deux, de concilier nos plannings et de monter cette chaîne qui nous tient à cœur. Donc peut-être que ça verra jamais le jour, mais on a envie de se pencher un peu sur le sujet et de voir si c'est faisable. Voilà. Ok. Et j'en ai une deuxième, c'est par rapport à tous ceux qui disent sur internet, etc. Ouais, la BD, copier-coller, Wikipédia, tout ça, qu'est-ce que tu leur réponds? Je m'en fous. Alors, en soi, j'ai envie de dire, et si c'était le cas, qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que tout le monde va tous les jours sur Wikipédia pour aller checker les articles? Non. Si tu as un youtubeur qui reprend Wikipédia, et qu'il n'y a pas de conneries dans l'article Wikipédia, et qu'il le diffuse sur YouTube, et qu'il fait des centaines de milliers de vues, ça fait chier, parce que le mec se casse pas trop le cul. Mais c'est quand même des connaissances qui sont diffusées auprès du public. Et ces gens-là ne seraient pas allés le chercher ailleurs. Donc, quel est le problème? Donc, alors, c'est pas mon cas, hein, du coup, Wikipédia, mais l'argument premier de dire oh, c'est du Wikipédia, rien qu'en fait, ça, je trouve que c'est stupide. Parce que déjà, rendre accessible une connaissance, qui est à un endroit mais pas à d'autres, bon, c'est déjà un travail en soi. C'est pour ça aussi que j'ai multiplié les formats. C'est pour ça que sur ma chaîne, il n'y a pas un format.
j'ai je sais pas combien de formats que j'utilise parce qu'il y a des gens qui vont être sensibles à des films de 3 minutes, et puis dépasser les 5 minutes, ça va les gonfler. Il y en a d'autres qui vont être sensibles plutôt à des films de 20-30 minutes, parce que 3 minutes c'est trop superficiel et ils vont pas prendre le temps de regarder ça. Il y a des gens qui vont pas aimer la vidéo. C'est pour ça que aussi, entre autres, que j'ai écrit un bouquin, quand j'ai eu la chance de le faire, parce que je me suis dit, bah ouais, peut-être que c'est un bouquin, et ça a été le cas, hein. J'ai eu des retours dans ce sens, qui va être offert aux parents, aux grands-parents, des gens qui regardent les vidéos. Et typiquement, ça a été le cas. Parce que c'est des gens qui regardaient pas des vidéos sur YouTube et qui n'avaient pas envie d'en regarder. Bah là, c'était une autre forme d'approche aussi. On n'est pas tous sensibles à la même chose, et je pense que c'est très important de pouvoir s'adapter. En l'occurrence, donc Wikipédia, moi je l'utilise, mais avec parcimonie, il faut toujours faire attention, parce que c'est du collaboratif, que le collaboratif c'est formidable, mais que parfois il peut y avoir des âneries qui se glissent dans le truc. Donc il faut toujours faire attention, aller voir sur Wikipédia par exemple les pages de discussion autour de l'article, où il y a pas mal de mecs qui s'étripent sur la façon dont un type portait sa culotte à l'époque. Voilà, c'est intéressant de voir que sur certains sujets il y a des points de crispation dans ces rubriques de discussion autour de l'article. Et en général, quand je fais un sujet, si je vais voir l'article Wikipédia, je vais directement voir dans la section de discussion pour voir les points que je vais devoir éclaircir et sur lesquels il faut que je me méfie, parce que c'est les points où il y a du débat. Maintenant, sur Internet, il y a plein de choses formidables. Il y a plein de sites très sérieux, il y a plein de sites où on a des publications universitaires qui sont facilement accessibles, comme Open Edition. Bon, on peut se servir de ces trucs-là pour faire des vidéos intéressantes. Au-delà de ça, il y a plein de bouquins, mais les bouquins, c'est pareil, il faut s'en méfier. C'est pas parce que c'est un livre que c'est vrai. Il y a plein de livres qui sont hyper orientés et qui disent des conneries. Ça, il faut en avoir conscience aussi, je pense. Moi, ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est d'avoir finalement des contacts avec des historiens ou des universitaires et discuter avec eux et dire bah tiens, j'avais pour projet de faire un truc là-dessus, tu me conseilles quoi comme bouquin, comme truc, etc. Et puis là, les types peuvent me faire des propositions, voire des mini-interviews qui me permettent de défricher le terrain. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une idée d'ailleurs pour ma chaîne bonus, qui sera des vidéos, ce sera des vidéos un peu de niche, mais de faire des vidéos de bibliographie. Où par exemple dans mes contacts, j'ai au moins 3 ou 4 docteurs en histoire scandinave, plus une nana qui travaille au Musée National de Reykjavik. Pouvoir faire une petite vidéo de bibliographie en disant si vous voulez taffer sur l'histoire scandinave, des pays du Nord ou la mythologie scandinave, on part sur quoi? On part sur quelle base de bouquins? Et donc, concerter avec ces 3-4 personnes, se concerter, avoir des bouquins pour le grand public, des bouquins spécialisés, éventuellement des coups de cœur, et pouvoir les présenter comme ça sur ma chaîne bonus pour aller plus loin. Parce que je pense que c'est intéressant, que ça pourra venir en aide à certains étudiants qui galèrent à trouver de la bonne biblio. Ça, c'est tous les étudiants qui ont fait une fac savent à quel point ça peut être casse-bien. Ok, super, merci beaucoup. Salut. Yo. Ta vidéo sur le Berry, qui a guide touristique, on va dire, est-ce que tu as été contacté par d'autres régions pour faire des mêmes genres de vidéos? Oui, je vais avoir plein de sous. Lesquels, par exemple? On va faire un truc, notamment qui a été coécrit en grande partie par Kali, ma femme, sur le Vaucluse, qui est déjà écrit, qui sera tourné au mois de septembre a priori, donc qui sortira pas avant le mois d'octobre, sur lequel on va pouvoir revenir sur le rôle des Romains dans la région, qui ont notamment fondé la ville d'Orange et plein d'autres villes, sur le rôle d'Avignon et de la papauté, sur le mur de la peste, bref, sur plein de choses hyper intéressantes qui serviront de prétexte, toujours à travers l'histoire, pour découvrir le territoire et mettre en avant le patrimoine. Moi, c'est un truc que j'ai trouvé passionnant parce que le Berry, quand on m'a contacté pour le faire, on m'a dit Ben, tiens, est-ce que ça te dit de faire un film sur l'histoire du Berry? Honnêtement, j'étais pas trop chaud, je me suis dit le Berry, il n'y a rien à foutre. Ça, je vais me faire chier, quoi, je vois pas trop l'intérêt. Et puis, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, si moi-même, qui suis plutôt ouvert d'esprit, j'ai cette réflexion primaire de me dire, oh le Berry, on va se faire chier, c'est peut-être justement qu'il faut y aller et démontrer que c'est pas le cas. Et donc, c'est en y allant, en furetant, je me suis aperçu qu'il y avait une richesse historique incroyable dans cette région, qui malheureusement est éclipsée par les châteaux de la Loire, qui sont un peu plus connus, alors que dans le Berry, il y a des choses formidables à faire, pour pas cher, allez-y.
Donc mettre en avant le patrimoine, c'est des choses que moi qui me tiennent à cœur. Parce que, notamment dans le Berry, c'était dramatique de se rendre compte que la plupart des propriétaires de châteaux étaient alcoolos ou dépressifs. Parce que les types, ils mettent leur vie dedans et il n'y a personne qui vient, donc ils n'ont pas de thunes, donc ils galèrent. Ils veulent refaire le crépi du château, ça prend 10 ans de papier administratif. Voilà, enfin c'est très très compliqué et je respecte beaucoup les gens qui tiennent des monuments comme ça, qui essayent de les maintenir en vie. Et je pense que c'est important de pouvoir les mettre en avant. Donc je vais l'enchaîner sur mon bazon, mais du coup ça va être un petit peu chaud pour toi. Vous restez ici les enfants, hein, vous bougez pas. Ok? À carreau, hein. Sinon coup de boule. Non. Donc on peut parler de mon bazon par exemple avec Kali qui organise avec moi. Donc pour ceux qui le suivent, il y a 3 ans maintenant, enfin un peu moins de 3 ans, j'avais très envie de faire une rencontre abonnée. Mais le fait est que la communauté a explosé, je ne pouvais pas le faire dans un parc, sinon on se prenait les flics dessus. Et on a décidé, un peu par hasard, on a rencontré le staff de la forteresse de Montbazon qui est juste au sud de Tours, donc pas très très loin. Et on s'est dit, on va faire une teuf là-dedans, ça va être cool. On va inviter des vidéastes, on va faire des conférences autour de l'histoire et on va mettre en avant le patrimoine. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure des historiques de Montbazon. Peut-être que tu peux en parler un peu plus, Khalid. Déjà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont venir cette année? Voilà, ce sera avec plaisir. Pour tous ceux qui voulaient venir et qui n'ont pas encore les places, je suis désolée. On a été totalement... Qui voulait venir mais n'avait pas de place? Pas de bol, hein. Non mais... On fera ça l'année prochaine, on va essayer d'étirer ça sur 3 jours, on va voir. Après, je pense que je changerai le système de vente de place, voilà, ça c'est sûr. On ne peut pas pousser les murs, donc c'est vrai que c'est compliqué et on se rend compte qu'on est victime de notre succès. Mais bon, avec un peu de chance, l'année prochaine, on aura déjà avancé au niveau de la forteresse sur l'archéosite et peut-être qu'on pourra étendre un petit peu et vendre un peu plus de billets pour cette session. Mais c'est vrai que ça a été compliqué, là on a été vraiment victime de notre succès. Ouais, donc du coup Montbazon, enfin le matin ça s'appelle les historiques, mais je crois que tout le monde a pris pour nom Montbazon. Donc effectivement au début c'était une rencontre abonnée qui s'est transformée en un véritable festival autour de l'histoire et qui d'ailleurs va à notre avis et à notre souhait de plus en plus se professionnaliser, si je puis dire. Là en ce moment on a des vidéastes qui viennent faire des conférences dans ce site historique médiéval, viennent animer et redonner vie à ce lieu à travers des ateliers et à travers des conférences, à travers des lancers de... Alors on ne peut pas dire lancer de couillard je crois, mais tir de couillard plutôt. Tir de couillard. Parce qu'on ne peut pas lancer, enfin c'est pas le couillard qu'on lance. Couillard c'est l'arme du siège du XIVe siècle, là on parle vraiment de l'arme du siège, pas d'autre chose. Voilà. Donc voilà, c'est ça Montbazon et c'est vraiment un festival pour le coup qui met en valeur le patrimoine et l'histoire et on a pour volonté par la suite de faire de plus en plus intervenir des historiens. Là c'est plutôt à toi d'en dire plus du coup. Oui parce que c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir inviter des vidéastes et de leur imposer le thème de l'histoire alors qu'ils ne sont pas habitués à travailler là-dessus parce que c'est un exercice aussi d'écriture, de présentation, etc. Maintenant je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir inviter des vrais historiens qui vont apporter une valeur ajoutée. Alors après, bien sûr, on les sélectionnera, hein, ce sera pas des gens chiants. Parce que les historiens sont chiants, c'est ça? Ah, il y en a qui sont bien relous. Ouais. Mais par exemple, William Blanc, dont je parlais tout à l'heure, c'est typiquement un type qu'on pourrait inviter, qui a travaillé sur la mythologie arthurienne, qui a été baigné dans la pop culture, dans le jeu vidéo, il saura faire des trucs. Et en même temps, notamment pour le Berry, j'avais été dans le château d'Aîné-le-Vieil, et j'avais rencontré donc la châtelaine des lieux, qui est une descendante de Colbert, qui est un peu âgée. Je lui ai pas demandé son âge, hein, parce que ça se fait pas. Mais quand je lui ai dit que sa cheminée était très belle, elle m'a fait un expo de 30 minutes sur sa cheminée Louis XII. Et je peux vous assurer que c'était hyper passionnant. Et je me suis dit, mais merde, ces gens-là, il faut pouvoir les faire parler. Avant qu'ils cannent, même, voilà. C'est pas très gentil pour elle, j'espère qu'elle vivra très très longtemps. Mais c'est hyper intéressant et c'est des gens vers qui on n'irait pas spontanément de notre génération parce qu'on se dit ouais, on a envie de se rapprocher de gens qui comme nous voilà, portent jean basket et on y va. Et pourtant ces personnes-là ont une approche hyper intéressante aussi et pouvoir mixer des gens comme ça avec à côté des jean basket comme Linguisticae, comme Nico Pilote, comme Léo Grasset, Dirty Biology, ou là Patrick Beau, ou Fossoyeur de film,
ça peut être hyper drôle et hyper enrichissant, je pense, pour tout le monde, autant pour vous que pour nous d'ailleurs. Et juste, je vais enchaîner sur un autre truc avec les historiques. Donc pour l'instant, on est à Montbazon. Quand on a cherché le nouveau nom des historiques, justement, on ne voulait pas qu'il y ait un rapport avec Montbazon pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas rester qu'à Montbazon. On a bien conscience qu'il n'y a que 1000 places par jour sur ce site et que c'est très frustrant pour tous les gens qui n'ont pas pu prendre de place. Et du coup, on a réfléchi à plusieurs choses. On ne va pas vraiment beaucoup augmenter la capacité d'accueil, même si on va l'augmenter un petit peu. On ne va pas passer d'un site à 1000 personnes à un site de 10 000 personnes. Mais par contre, on va réfléchir à créer d'autres événements annexes, des soirées par exemple, les soirées historiques. Je trouve que ça marche pas mal. Dans d'autres villes, et pour l'instant, on va essayer sur Paris, puisque c'est effectivement la ville qui est la plus disponible pour ce genre de choses, mais j'aimerais bien qu'on puisse aller après à Strasbourg, à Nantes, à Rennes, à Toulouse, à Montpellier. Donc ça c'est un appel, hein, au cas où vous n'avez pas compris. Si vous avez quelqu'un dans votre famille, votre tante, votre oncle, votre grand-mère, qui travaille à un moment donné dans ces villes-là et qui a accès à du patrimoine intéressant, ça peut être cool. Pourquoi pas de leur parler de cette idée. Nous, tout ce qu'on cherche, c'est des lieux... on a un business model, c'est le néant, hein, c'est-à-dire qu'au niveau thune, on gagne que dalle dessus, mais par contre, on aimerait bien défrayer au moins les vidéastes qui viennent, pour avoir potentiellement 2-3 têtes d'affiche, et puis des vidéastes locaux aussi, quand même, ça serait pas mal. Mais si vous êtes de Strasbourg et que vous avez un lieu super sympa à Strasbourg, n'hésitez pas à leur proposer l'idée, à leur dire, vous avez qu'à contacter Kali et Ben, des historiques, et voir s'il y a moyen qu'on organise un truc avec une soirée, 4-5 conférences autour de l'histoire comme on fait à Montbazon, et puis pourquoi pas une valeur ajoutée derrière, une visite un peu privée, un truc comme ça peut être hyper sympa. En tout cas, on a envie de le développer, toujours dans cette idée de partager, de faire circuler la culture, de mettre en valeur le patrimoine. Voilà, ça peut être bien sympa. Voilà. Mais c'est vrai que si on n'a pas souhaité... En fait, on a eu la proposition, hein, pour rien vous cacher, à Montbazon, d'étendre le festoche et d'avoir une beaucoup plus grosse capacité. Hein. C'est-à-dire que la première année, quand on a fait Montbazon, les maires du coin sont venus, un petit peu frileux, ils ont fait « Ah, ça a l'air sympa, ouais, d'accord ». Deuxième année, ils ont vu le monde, et là ils se sont dit « Ah ouais, c'est vachement sympa, ça ramène pas mal de monde ». Et donc là, ils m'ont dit « Écoute, si tu veux, on t'ouvre la ville, quoi ». Ils m'ont dit « On t'ouvre le parc, on te file tout, tu fais ce que tu veux, des trucs de reconstitution à droite, à gauche, il y a de la place pour 20 000 personnes, pas de problème ». Et en fait, alors au début on disait ouais c'est cool, mais on a réfléchi et on s'est dit bah non c'est pas ce qu'on veut, on n'a pas envie d'un truc énorme comme peut être par exemple le Provins qui maintenant est peut-être devenu une usine à gaz aussi, même si c'est toujours sympa. On n'a pas envie de devenir ça, on préfère garder cette approche un peu intimiste comme il y a ici au Geek Ferries aussi où il y a une relation très proche avec les gens. Nous on est plus dans cette mouvance-là, quoi. On n'a pas envie de... on fait pas ça pour la thune, quoi. On n'a pas envie de... C'est bien la thune, mais on n'a pas envie de rentrer dans des logiques industrielles non plus, quoi. Voilà. Bon bah voilà, du coup merci. Je peux partir, c'est bon. Ça. Je sais pas, je vais peut-être rester un peu. Si tu veux, tu peux rester. Vous voulez qu'elle reste ou pas? Ouais. Bon, d'accord. Est-ce que vous avez des questions encore sur l'émission? D'accord. Bon, sachez que dans 3 jours, mercredi, hein, je vous attends sur la chaîne, je vais sortir un reportage qui me tient vraiment beaucoup à cœur, puisque c'est un reportage que j'ai fait qui... j'ai trouvé un type, qui s'appelle Serge, passionné de Seconde Guerre mondiale, et qui a reconstruit dans son garage un sous-marin allemand à échelle 1-1. Voilà. Un passionné... T'aurais dû commencer comme ça. Et je peux vous dire que des passionnés d'histoire comme ça, c'est juste incroyable quand on les rencontre. Le mec vous verrez la vidéo, hein, il explique un petit peu tout ça, on reviendra même sur l'histoire un petit peu des U-boats de la crise marine. Mais c'est passionnant. Ça va être son premier tournage en 4K 50 FPS, donc si vous avez des écrans 4K, faites-vous plaisir. Voilà. Et je suis particulièrement content de sortir cet épisode-là. Qui va être bien cool. Bon voilà, et puis pour les projets... Sur rien à foutre, je te dis salut. À bientôt. Voilà, à bientôt. Ciao. On peut dire au revoir à Bruce. Au revoir Bruce. Alors je sais que j'ai eu aussi pas mal de questions en me disant est-ce que je vais ressortir un autre livre à 19,50 € disponible sur Amazon ou la Fnac. Je sais pas encore, c'est des questionnements qui m'habitent tous les soirs. Pas moi du coup, parce que... Voilà.
c'est pas mal de boulot, et donc je ne sais pas encore ce que je fais, mais j'ai eu plusieurs propositions, et je suis en train de prendre ma décision, qui sera prise je pense d'ici septembre-octobre, pour voir si je m'oriente vers un autre livre, qui sera absolument pas le même type de livre que j'avais produit, parce que j'ai envie de faire autre chose, c'est pas intéressant de tourner en rond et faire la même chose, ou une BD. Voilà, parce que la BD c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Mais ceux qui voudraient une BD, là, levez la main. Et ceux qui voudraient un livre. Alors on va faire un truc, vas-y, on va spoiler carrément. Bon, Waouh. entre un livre sur les liens entre l'histoire et la pop culture et une BD sur la vie des prolos au Moyen-Âge. Non mais là vous allez me tuer moi. Bon, voilà, c'est réglé du coup. Non, sérieux, alors pop culture et Moyen-Âge. Putain, vous êtes un peu relou quand même, hein. Je ferai un sondage Twitter. Attends, on a toute une vie devant nous. La pop culture au Moyen-Âge, ouais, ça peut être cool. Bah ça, pour le coup, William Blanc, il fera très bien. Non, mais c'est vrai que c'est des questionnements qui sont intéressants, mais qui sont compliqués à mettre en place parce que c'est énormément de boulot, quand même. C'est vrai que par exemple pour une BD, bon, j'ai déjà la trame narrative, mais ensuite pouvoir aller aborder dans une seule BD la vie du prolo au Moyen-Âge, la naissance, la place de la femme, la place de l'église, la relation de servage, etc. Dans une BD, ça fait beaucoup. Tu fais une série de BD Non, bah non. Mais non, parce que si ça fonctionne bien, après je ferai la vie du prolo durant l'Antiquité, durant la Révolution, au 19e avec les luttes syndicales, voilà. Déclinaison des prolos, on pourrait appeler ça comme ça. La formidable aventure du prolo. Ça pourrait être un truc intéressant. Merci. Sinon, tu as un autre projet, je sais pas, j'ai pas tout entendu cette conférence. Est-ce que tu as parlé de notre prochain tournage au mois de juin? Ah oui, c'était ouais. J'avais oublié. Non, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous le savez peut-être. Qui me suit sur Facebook là? D'accord. Alors les autres, du coup, allez chercher vos téléphones là et cliquez sur like. Ouais, comme ça vous serez au courant de tous les prochains projets. Eh bien, du 15 au 18-19 juillet, on va être absent. Juin Même d'ailleurs. Si je vous dis ces dates-là, je pense que ça évoque quelques trucs à certains d'entre vous. Effectivement, on va aller faire un reportage au Hellfest. Au Hellfest sur l'utilisation de l'histoire dans le métal cette fois-ci. Et ça va être vachement bien. J'ai plusieurs groupes que j'ai prévu d'interviewer, certains qui m'ont répondu déjà par la positive, d'autres qui sont encore en attente. Mais bon, dans la liste, j'aurais bien aimé interviewer Turissas, Sabaton, Saxon, Wardruna, Tyr, Corvus Corax, voilà, des groupes comme ça qui sont hyper intéressants parce qu'il y a une utilisation du son dans le métal qui est vraiment très diverse. Parfois c'est du décor, parfois c'est le cœur même de l'album qui est composé autour de l'histoire. Parfois il y a des instruments d'époque qui sont utilisés. Bref, il y a une richesse assez incroyable. Et si j'ai eu cette idée en fait de faire un reportage au Hellfest, c'est parce que j'avais très envie d'y aller mais je n'avais pas les sous. Mais aussi parce que j'avais fait un reportage, une émission sur le dernier samouraï. Et qu'en parlant de la fameuse bataille de Shiroyama, qui est vraiment le point final, on va dire, un petit peu des samouraïs au Japon, eh bien je me suis rendu compte dans les commentaires qu'il y avait énormément de gens qui me disaient mais Shiroyama comme Sabaton, mais en fait ouais, je connais déjà cette bataille, j'en ai déjà entendu parler. Et je me suis dit, donc le métal, cette musique que bien des gens qualifient comme brutale et absolument brainless, permet quand même de faire passer eh bien, du contenu et de l'histoire. Et des gens peuvent apprendre des trucs, même succincts, à travers l'histoire et à travers cette musique métal. Et à travers Sabaton en l'occurrence. Donc je me suis dit, si à ça, c'est intéressant parce que comme je disais tout à l'heure, au même titre que le jeu vidéo, la musique c'est aussi un médium qui peut nous permettre, même via du métal un peu bourrin, d'apprendre des trucs et de susciter une certaine curiosité. Et notamment là autour de Shiroyama, il y avait pas mal de gens qui avaient développé une curiosité en se disant Shiroyama, qu'est-ce que c'est? Les samouraïs, je vais me renseigner sur les samouraïs, sur le Japon. Bref, c'est des choses qui m'intéressent et qu'on va essayer de mettre un petit peu là-bas en lumière. Et d'ailleurs pour ceux... Pardon, je te coupe. Ouais, t'es contente? Je suis contente parce que je vais enfin être derrière la caméra sans que tu me dises non c'est comme ça qu'il faut tourner, non c'est comme ça qu'il faut faire. Et je vais vraiment prendre des initiatives de tournage et ça c'est trop cool.
Et je pourrais sourire en disant que tu as fait du bon travail. Et pour ceux qui... Est-ce qu'il y a des gens qui vont au Hellfest ici? Ok, donc si vous êtes là-bas, surveillez bien les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, parce que durant ces jours-là, on mettra plusieurs annonces. On va essayer de faire quelques micro-trottoirs là-bas, où on viendra vous interviewer pour savoir quel rapport vous avez au métal et à l'histoire, et si les deux peuvent se combiner parfois de temps en temps dans votre cerveau et donner de belles choses. Voilà. Il nous reste 10 minutes, si vous avez des questions, c'est maintenant. Oui. Alors, est-ce qu'on a un micro il est parti là, il est plus en a foutre, d'accord, ok. Est-ce que, en parlant des soirées que vous organisez dans divers films ou des reportages que vous voulez faire sur les régions, vous avez déjà pensé à travailler avec Axolot sur ces étranges escales? Parce qu'au final, ça peut se rejoindre un petit peu dans le principe. Bien sûr, mais après, c'est deux univers différents aussi. C'est vrai que Patrick, on en discutait parce que ce qui est rigolo, c'est que non, je peux pas faire ça, ça se trouve, je vais spoiler Non un mais truc. si, je sais qu'il a annoncé une prochaine étrange escale dans le sud de la France. Mais il a pas annoncé le thème. Non. Ah non, on va Mais pas du spoiler. coup, on a vérifié que les épisodes étaient compatibles l'un avec l'autre. Oui, bon, faut pas être malin. De toute façon, je vous ai parlé du Vaucluse tout à l'heure, donc tu vas faire un truc Non, dans le mais sud de la je France, sais voilà. qu'il a- Mais en tout cas, il fait la même chose que moi, en fait, que nous, dans le sud de la France, dans le Vaucluse. Et bien sûr, il a son approche à lui, donc forcément, quand on a fini le script, on lui a envoyé en disant bah voilà, lis-le, dis-nous ce que t'en penses. Et il disait bah voilà, c'est super cool parce que moi, je suis vraiment sur les trucs très étranges, insolites, machin. Donc évidemment, qu'il va évoquer un petit peu les points que nous on traite, mais il le fait de manière beaucoup plus superficielle. Donc c'est des choses qui peuvent être complémentaires. Maintenant, bah, Patrick, il va venir à Montbazon, notamment. Donc ça, c'est super cool. Mais après, le mettre dans une boucle où il serait toujours là et tout, bon, bah, c'est une relation, pourquoi pas, on peut proposer, mais... Bah, c'est vrai que c'est aussi intéressant pour nous d'avoir plusieurs points de vue différents sur ce genre de choses. Moi je sais que avec Kaléidoscope, je veux aussi parler des villes de France. Et je vais aller à Avignon et du coup je vais forcément parler d'Avignon. Et ce qui va être intéressant, c'est aussi d'avoir un autre angle, d'avoir une autre vision des choses qui n'est pas du tout celle de Ben, de Patrick ou de n'importe qui d'autre. Et je trouve que ça donne une espèce de richesse en fait à ce YouTube, à cet internet quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Après, ce qui peut être sympa à faire, qui avait été fait dans le cadre des films du musée du Louvre, où vous étiez 3 à faire des films en même temps. Vous aviez fait des petits clins d'œil avec François Terrel, etc. Voilà, c'était plutôt des caméos qu'autre chose, quoi. Mais après, le truc qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que par exemple sur ces soirées des historiques, si on arrive à développer le truc à un moment donné, c'est pas sûr qu'on y arrive, on espère, voilà, c'est qu'on veut que les intervenants soient différents à chaque fois. Pour nous, ça n'a pas vraiment de sens de présenter le même line-up à chaque fois, quoi. On veut changer, donc voilà. Oui, c'est pas forcément ça de manière récurrente. Ouais, bien sûr. Certains épisodes en collage, justement, pour mettre que vous bossez sur le même genre. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était gentil. Une autre question? Vous taisez à jamais? Là-bas. Bonjour. Est-ce que, concernant ton reportage sur le Hellfest, est-ce que tu as pensé que ce serait une bonne occasion de faire un partage avec Metallica à ce sujet? Alors non, mais en Metallica, j'ai déjà participé à une de ces vidéos. D'ailleurs c'était rigolo parce qu'à l'époque, donc il m'avait demandé de travailler avec lui. Et il se trouve que en même temps, il y a quelques mois avant, je crois que j'avais bossé avec Enjoy the Noise. Et en gros, la même semaine, sans qu'il se soit concerté, il y avait Metallica et Enjoy the Noise qui ont sorti la vidéo où j'étais dedans. Et hasard de la vie, la troisième chaîne métal en France, à savoir Two Guys One TV, a sorti une vidéo où en fait ils ont commencé en parodiant mon générique et en se foutant devant une bibliothèque en disant bonjour camarades, bienvenue dans Two Guys One TV, machin. Donc bon, c'était assez drôle. Mais par exemple Two Guys One TV, je l'ai contacté justement pour lui faire part du projet parce qu'ils ont déjà fait une vidéo hyper intéressante sur l'histoire dans le métal que je compte bien d'ailleurs mettre en avant à la fin de mon épisode. Et puis surtout pour lui demander 2-3 trucs sur des groupes, si lui, à son avis, il y avait des groupes qui étaient plus intéressants que d'autres. Parce que, bon, bah, moi, voilà, je suis métalleux depuis des années, mais j'écoute ça, je suis pas un spécialiste non plus.
et je pense que c'est des gens qui vont plus au fond des choses et qui connaissent peut-être un peu plus de trucs et qui ont un peu plus de pertinence sur le fond, quoi. Donc ça a été cool de pouvoir parler vite fait avec lui et de savoir que je pouvais lui envoyer des demandes si j'avais des questions plus techniques sur l'approche du métal. Voilà. Merci. Il reste 3-4 minutes, donc une dernière question. Là. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste te demander, Ben, comment tu comptes aborder le côté historique avec Bardruna, donc si tu as l'occasion de les rencontrer au Hellfest, de la série Viking dont ils ont composé la BO. Ouais, Wardruna, c'est un groupe qui est vraiment assez fantastique. Je les connaissais pas en fait avant de regarder la liste des groupes au Hellfest et de voir qu'ils y étaient et qu'on en parle un petit peu. Wardruna, c'est un groupe qui oriente un petit peu toutes ses compositions autour des runes celtiques, enfin scandinaves notamment. Et ce qui est rigolo, c'est que chaque album a vraiment un thème très fort lié à la mythologie, aux runes. Notamment quand ils font un album sur la forêt, ils vont aller enregistrer dans la forêt. Mais pire que ça, ils vont aller abattre un arbre pour fabriquer les percus qui vont leur servir à enregistrer les percus, quoi. Donc les mecs sont vraiment à donf dans le truc. Mais c'est un groupe qui est hyper intéressant et d'ailleurs il me semble que leur relation avec la série n'est pas une relation d'amour. C'est justement ça en fait que je voulais te poser comme question, ouais. Parce que vu qu'ils ont boycotté la série juste après avoir fait la musique, ouais, c'est ça. C'est juste pour savoir comment tu allais aborder le truc en fait. Bah, je vais leur demander tout simplement, mais je pense que c'est assez intéressant. Après, je pense que Wardruna sont dans une approche très spirituelle et à la fois presque scientifique du truc, quoi. Ils sont très très pointus, alors que dans Viking, il y a vraiment énormément d'approximations qui sont faites aussi pour servir la narration de la série, qui font que, bah ouais, par bien des aspects, la série n'est pas over fidèle à l'histoire. D'ailleurs, de toute façon, le simple fait que Ragnar Lodbrok, le frère de Rollon, bon, voilà, et puis c'est 3 siècles d'histoire ramassés en 30 ans, voilà, enfin c'est... il y a beaucoup de raccourcis qui sont pas, mais ça sera abordé avec eux, parce que je trouve ça assez intéressant de voir parfois le choc qu'il peut y avoir entre deux médias, deux visions des choses, sur une même thématique. Et là, en l'occurrence, la vision du monde scandinave, c'est intéressant de se pencher là-dessus. Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas mal d'auteurs en histoire scandinave dans mes contacts, et je projette d'ici peut-être octobre ou novembre, on verra, de faire une vidéo qui s'intitulera « La mythologie nordique n'existe pas ». Et donc ça sera assez rigolo de pouvoir revenir sur toutes les vidéos que j'ai déjà faites, en vous prouvant par A plus B que la mythologie nordique n'existe pas. Voilà. Bon bah du coup je crois qu'on va mettre un terme à cette rencontre. En tout cas merci d'avoir été tous là sur le film. Merci à tous. Et n'oubliez pas, voilà, dans 3 jours, vidéo sous les sous-marins, le 14 juin la bataille de Verdun, le 21 juin l'occupation pendant la guerre de 14-18, le 27 le chemin des dames en 1917 et finalement le 5 juin, ça sera tout pour la fin d'année scolaire, 5 juillet pardon, les Américains à Château-Thierry et la présence des Noirs américains. Donc je compte sur vous pour regarder parce que je pense que ça va être cool. Voilà.